Quand tu la vois dans le ciel, elle a l'air ronde, mais la Lune a plutôt une forme ovale, semblable à celle d'un citron. Cette forme aplatie avec un renflement de chaque côté est apparue il y a des milliards d'années lorsque des forces de marée extrêmement chaudes ont façonné sa croûte. Elles ont réchauffé certaines régions plus que d'autres. La gravité de notre planète a contribué à exagérer cette forme de citron au fil du temps. Lorsqu'ils se préparaient à envoyer des missions sur la Lune, certains chercheurs étaient inquiets car il y avait une épaisse couche de poussière sur la surface lunaire. Ils avaient peur que les mers de poussière soient suffisamment molles et épaisses pour engloutir ceux qui y atterriraient. Mais même si la surface est poussiéreuse, cette couche est heureusement trop fine pour causer des complications. Notre Lune n'est certainement pas la plus grande du système solaire. La championne est Ganymède, l'une des 79 lunes qui tournent autour de Jupiter. Mais notre Lune est la plus grande par rapport à sa planète mère. Elle a un diamètre de plus de 3000 km, ce qui représente un peu plus d'un quart de celui de la Terre. La plus grosse lune de Pluton, Charon, a presque la taille de Pluton. C'est pourquoi on dit plutôt qu'il s'agit d'un système de planètes naines double. Combien de temps te prendrait une promenade autour de la Lune ? Lorsque les astronautes d'Apollo y étaient, ils ont réussi à marcher à une vitesse d'environ 2 km/h. En moyenne, tu marches 2 fois plus vite sur Terre, car la force gravitationnelle de la Lune te donne beaucoup moins de traction sur le sol. Mais il faut dire aussi que les combinaisons spatiales que portaient les astronautes n'ont jamais été conçues pour des randonnées sur de longues distances. En théorie, tu pourrais atteindre la vitesse de 5 km/h avant de devoir t'arrêter pour faire une pause. À ce rythme, pour parcourir les 10 900 km de la circonférence de la Lune, il te faudrait 91 jours si tu marchais sans t'arrêter. Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ? Elle passe par différentes phases chaque mois, en commençant par la nouvelle Lune et en allant progressivement jusqu'à la pleine Lune, pour refaire la même chose, mais en sens inverse. La lumière du Soleil frappe une moitié de la Lune à la fois. Cela lui donne un côté nuit et un côté jour, comme ce que nous avons ici sur Terre. La forme sous laquelle nous voyons la Lune dépend de l'endroit où elle se trouve par rapport au Soleil. Si elle se trouve directement entre nous et le Soleil, la lumière du Soleil ne frappe que le côté que nous ne voyons pas. C'est une nouvelle Lune. Elle apparaît complètement sombre dans cette phase. Mais lorsqu'elle arrive du côté de notre planète qui est opposé au Soleil, son côté jour est complètement tourné vers la Terre. C'est alors que nous voyons une pleine Lune. Après la phase initiale de nouvelle Lune, nous voyons une partie de plus en plus grande de sa surface dans le ciel, tandis qu'elle tourne autour de notre planète. C'est ce que l'on appelle la phase croissante. Dans cette phase, la Lune prend d'abord la forme d'un croissant. Ensuite, quand elle est à moitié pleine, on appelle cela le premier quartier. Puis, elle entre dans une phase de Lune gibbeuse, lorsqu'elle est plus grande que la moitié, mais pas encore pleine. Après avoir atteint la phase de pleine Lune, elle rétrécit de nouveau lentement et passe par les mêmes phases en ordre inverse. Si tu vas un jour sur la Lune, tu verras probablement des empreintes de pas humains. Il est vrai que personne n'y a mis les pieds depuis la dernière mission Apollo en 1972. Et ces traces de pas pourront rester là pendant de nombreuses années, car il n'y a pas d'activité géologique sur la Lune, comme des séismes ou des éruptions volcaniques. Il n'y a pas non plus de vent, de pluie ou d'autres éléments qui pourraient effacer ces empreintes. Mais comment te rendrais-tu sur la Lune ? Les fusées sont probablement la première chose qui te vient à l'esprit. Mais un ascenseur lunaire pourrait être une meilleure option, car voyager dans une fusée est un moyen difficile, coûteux et plutôt dangereux d'essayer d'atteindre la surface lunaire. Pourquoi voudrait-on retourner là-haut ? Il ne s'agit pas seulement de cratères, d'une vue imprenable sur notre planète ou de toutes ces choses uniques que la Lune offre. Elle regorge aussi de ressources comme une forme rare d'hélium que nous pourrions utiliser dans des centrales à fusion sur Terre. Nous pourrions aussi extraire d'autres éléments rares comme par exemple le néodyme et l'utiliser pour les smartphones et autres gadgets. Pour créer un ascenseur lunaire, nous aurions besoin de tendre un câble ancré à la surface de la Lune sur 400 000 km vers la Terre. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le faire arriver suffisamment haut dans l'orbite de notre planète. Il y aurait des navettes robotisées alimentées par l'énergie solaire qui monteraient et descendraient le long du câble. Un peu comme un tapis roulant qui transporterait les ressources rares et précieuses vers notre planète. Le câble serait aussi épais qu'un crayon et pèserait 40 tonnes. Cela semble coûteux à fabriquer, mais un ascenseur lunaire serait très probablement rentabilisé en seulement 53 voyages. La Lune est en mouvement constant. Elle tourne sur son axe et autour de la Terre.
Et il faut le même temps à la Lune pour faire une rotation autour de la Terre et une rotation autour de son axe. Au contraire de notre planète, qui tourne sur son axe toutes les 24 heures et fait un tour complet autour du Soleil en 365 jours. La Lune est donc en rotation synchrone à notre planète, c'est pourquoi nous voyons toujours le même côté de notre satellite naturel. Selon une théorie, la Lune s'est probablement formée lorsqu'un gros objet de la taille de Mars a heurté la Terre. Ils sont entrés en collision il y a 4,5 milliards d'années, lorsque le système solaire était encore à ses débuts, qui étaient assez chaotiques. Si cette théorie est validée, environ 60% de la Lune serait composée d'éléments plus légers qui sont également présents dans la couche externe de notre planète. Un heureux concours de circonstances nous permet de voir des éclipses solaires totales depuis notre planète. La Lune a la taille et la distance parfaite par rapport à la Terre pour apparaître de la même taille que le Soleil lorsque nous la regardons dans le ciel. Lorsque la Lune passe entre le Soleil et nous, elle couvre parfaitement le Soleil. De plus, tu peux voir un halo impressionnant qui illumine ses bords. Si elle était plus éloignée de nous ou plus petite, une éclipse solaire donnerait seulement l'impression qu'il y a une tache sur le Soleil. Notre Lune contient de l'eau qui jaillit un peu partout. Il y a là-bas de l'eau renfermée dans de la glace. Certaines molécules d'eau se déplacent à la surface lorsque la Lune se refroidit et se réchauffe pendant la journée. L'eau reste bloquée à sa surface jusqu'à midi lunaire lorsque le Soleil est au-dessus de la branche supérieure de l'un des méridiens de la Lune. À ce moment-là, une partie de l'eau fond, se réchauffe et se retrouve dans la délicate atmosphère lunaire. Son atmosphère contient aussi quelques gaz inhabituels, notamment du potassium et du sodium. Vénus, Mars et la Terre n'ont pas ces gaz dans leur atmosphère, donc l'eau reste et flotte là jusqu'à ce qu'elle arrive dans une zone plus fraîche. Ensuite, elle se dépose à nouveau à la surface. Il y a une anomalie spécifique sous la surface du pôle sud de la Lune, un blob géant et extrêmement dense de métal logé dans le manteau, et il modifie probablement le champ gravitationnel de la Lune. Personne ne sait comment un blob de métal aussi énorme s'est retrouvé piégé sous la surface lunaire. Il pourrait s'agir de restes de l'astéroïde Fer-Nickel. Il y a 4 milliards d'années, cet astéroïde s'est écrasé sur la face cachée de la surface lunaire et a créé cet énorme cratère nommé bassin pôle Sud-Aitken. Notre satellite naturel rétrécit, son intérieur se refroidit, ce qui fait que la Lune devient plus fine de 45 mètres, tout comme un raisin se plisse lorsqu'il rétrécit. Mais un raisin a une peau flexible, tandis que la croûte de la surface lunaire est fragile. C'est pourquoi elle se brise lorsque la Lune rétrécit et forme ainsi des failles de poussée. Une section de la croûte pousse sur la partie la plus proche. Cela se produit depuis quelques centaines de millions d'années. Ces failles lunaires sont toujours actives. Elles produisent probablement des séismes lunaires car la Lune rétrécit et se refroidit progressivement tout le temps. Certains de ces tremblements de Lune sont forts, environ 5 sur l'échelle de Richter. Pendant leur orbite autour de la Lune, les astronautes ont pris des images d'Ina, un dépôt volcanique assez inhabituel. Ina n'est pas très vieux. Il pourrait s'être formé quelque part entre 3,5 et 1 milliard d'années. Les volcans de la Lune étaient probablement actifs pendant l'ère des dinosaures. Si seulement ces derniers avaient pu inventer les télescopes, ils auraient probablement joui d'une vue magnifique de la lave qui suintait de la surface lunaire de temps en temps. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Il ne correspond pas à l'heure sur notre planète. Une année sur la Lune dure 12 jours. Chaque jour est à peu près aussi long qu'un mois sur Terre. Ces jours ont reçu leur nom d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Les jours sont divisés en 30 cycles, les cycles sont divisés en heures, minutes et secondes. Le calendrier a commencé lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Le satellite chinois Yutu-2 fait partie d'une mission robotique vers la face cachée de la Lune lancée le 7 décembre 2018. Le 3 janvier 2019, il effectue le tout premier alunissage en douceur sur la face cachée de la Lune. Il se pose dans le cratère de Von Karman, non loin du pôle sud de la Lune. Les scientifiques s'intéressent à cette région car les cratères froids et toujours ombragés qui s'y trouvent contiennent de l'eau glacée. Ces plaques de glace sont irrégulières et probablement anciennes. Au sud, la majeure partie de l'eau glacée est concentrée dans des cratères, tandis qu'au pôle Nord, elle s'étend de façon plus éparse. Dans tous les cas, cette glace pourra être utilisée une fois qu'une mission habitée de longue durée atterrira sur la Lune. Quoi qu'il en soit,
Plusieurs jours après l'atterrissage de Yutu-2, il ferme ses systèmes d'exploitation et hiberne durant sa première nuit lunaire. Il se réveille le 29 janvier 2019. Tous ses outils fonctionnent normalement. Le rover parcourt 120 mètres lors de son premier jour lunaire complet. Un jour lunaire dure environ 14 jours terrestres et une nuit lunaire a la même durée. Se déplacer et explorer pendant la journée et s'éteindre pendant la nuit deviennent la routine du rover. C'est lors du 8e jour lunaire que Yutu-2 tombe sur quelque chose d'incroyable. Cette découverte conduit les scientifiques à remettre à plus tard tous les autres plans de la mission. Ils se concentrent sur la découverte de l'étrange matière trouvée par le rover. Au début, ce jour lunaire n'est pas différent des autres. Il commence le 25 juillet lorsque le rover commence à se frayer un chemin à travers une zone parsemée de minuscules cratères d'impact. Yutu-2 est aidé et surveillé par l'équipe de pilotes du Centre de contrôle aérospatial de Pékin. Le 28 juillet, l'équipe se prépare à arrêter le rover pour une sieste demi-journée. Le soleil est haut dans le ciel, cela signifie qu'il y a des niveaux élevés de radiation et des températures brûlantes qui peuvent endommager la machine. Avant de mettre Yutu-2 hors tension, les scientifiques examinent les images prises par la caméra principale du rover. C'est là qu'ils le repèrent. Un petit cratère rempli de quelque chose qui semble étonnamment différent du paysage environnant. Incapable d'identifier la substance ressemblant à du gel, l'équipe ordonne au rover d'examiner cette étrange découverte. Yutu-2 s'approche prudemment du cratère pour examiner la substance étrangement colorée. La machine utilise un équipement spécial qui détecte la lumière réfléchie par la substance. Elle est censée aider les chercheurs à comprendre la structure de la matière. Malheureusement, la nature de cette découverte exceptionnellement colorée reste un mystère pendant plus d'un an. Il n'est pas étonnant que cette découverte, ainsi que le fait qu'au départ, il n'y ait pas eu d'image de cette étrange chose, ait suscité la curiosité du monde entier. La seule description disponible de la substance était qu'elle ressemblait à un gel brillant coloré de façon aléatoire, ce qui était plutôt étrange pour la surface poussiéreuse et aride de la Lune. Mais finalement, le mystère semble avoir été résolu. Les chercheurs ont analysé les informations reçues de l'équipement du rover. Comme prévu, la substance s'est avérée être composée de roches, de la brèche verdâtre et scintillante dans un échantillon ne dépassant pas 51 cm sur 15. C'est un peu comme une version géologique de la salade Jell-O avec des fruits à l'intérieur. Si tu la fais fondre, elle aura l'air vitreuse. La brèche est constituée de pierres pointues reliées entre elles par une substance semblable à de la craie. L'échantillon trouvé sur la face cachée de la Lune est constitué d'un mélange de différents minéraux. Le principal est un type de silicate qui est l'un des composants les plus courants de la croûte lunaire et terrestre. L'échantillon contient également du verre, ce qui signifie qu'il a pu se former lors d'une éruption volcanique. Mais l'activité volcanique sur la Lune s'est arrêtée il y a plus de 3 milliards d'années. C'est pourquoi les chercheurs sont presque sûrs qu'elle n'est pas à l'origine de cette découverte inhabituelle. Le matériau pourrait avoir été créé par un astéroïde massif, une comète ou une météorite qui aurait frappé la Lune. Lors de la collision, la pression et la température étaient si élevées que d'énormes quantités de roches ont instantanément fondu. Certains morceaux ont refroidi assez rapidement pour former du verre. Le reste s'est rassemblé au centre du cratère d'impact et s'est refroidi plus lentement, formant une nouvelle roche. La substance ne s'est probablement pas formée dans le cratère von Karman, mais dans les cratères voisins de Finsen et d'Alder. Le creux où le rover a fait sa découverte ne faisait que 2 mètres de diamètre. Ce qu'il a créé ne devait pas dépasser 2,5 cm de large. Mais alors, cela serait trop petit pour créer un si gros morceau de brèche. Il est intéressant de noter que la matière est similaire aux échantillons recueillis par les astronautes lors des missions Apollo de la NASA. L'un de ces échantillons était constitué de tessons de minéraux brisés et sombres collés les uns aux autres. Il contenait également du verre noir et brillant. On n'est pas sûr toutefois que ce soit la même substance que celle découverte par Yutu-2. Lorsque le rover a pris des photos et effectué ses mesures, il faisait plutôt sombre dans la zone. La qualité des images n'est pas très bonne. Les experts expliquent également que la mission examine une zone de la Lune jusqu'alors inexplorée. C'est pourquoi ils n'ont pas d'échantillons de cette région pour les comparer avec la substance verdâtre et brillante que le Yutu-2 a trouvée. Mais si leur supposition s'avère exacte, alors la face cachée de la Lune pourrait avoir plus de points communs avec celle qui fait face à la Terre qu'on ne le pensait. Mais qu'est-ce que ce côté obscur du satellite naturel de la Terre a de si spécial et pourquoi ne pouvons-nous pas le voir ? Tout cela est dû au phénomène connu sous le nom de rotation synchrone.
Le seul satellite naturel de la Terre tourne autour de son axe une fois tous les 27 jours, et il lui faut le même temps pour faire le tour de notre planète. C'est pourquoi on voit toujours la même face. Pour être précis, 59% de la surface de la Lune est visible. Cela signifie que l'on peut apercevoir la face cachée du satellite à certaines périodes de l'année. La face de la Lune que nous ne pouvons pas voir est très différente de celle qui fait face à la Terre. Elle n'a pas de taches sombres visibles la nuit, qui sont des plaines basaltiques lunaires appelées mers lunaires. Elles ont été créées par d'anciennes éruptions volcaniques. Celles-ci se sont produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Au lieu de plaines, la face cachée de la Lune abrite d'innombrables cratères et de hautes montagnes. L'une des hypothèses pouvant expliquer une différence aussi frappante entre les deux faces est basée sur la théorie de la collision. Elle affirme qu'il y a des milliards d'années, la Terre est entrée en collision avec une autre planète ou un autre corps céleste massif. Après cela, les débris de cette collision se sont écrasés contre quelque chose qui allait plus tard former notre Lune. C'est pourquoi les paysages du satellite sont si différents d'un côté à l'autre. Une théorie plus récente suggère que la partie de la Lune qui fait face à la Terre est plus chaude en raison de la chaleur rayonnée par notre planète. Pendant la période des éruptions volcaniques, il faisait plus frais sur la partie la plus éloignée. C'est pourquoi les minéraux y sont devenus solides plus rapidement. Ils ont formé une couche protectrice protégeant l'intérieur de la Lune contre les météorites. Mais chaque impact a laissé un impressionnant cratère. Dans le même temps, une croûte beaucoup plus molle sur la face avant de la Lune crachait de la lave chaque fois qu'un météorite la frappait. Après que cette lave se soit refroidie, elle a recouvert les cratères des impacts. Même si la face la plus lointaine est souvent appelée la face sombre, les deux côtés reçoivent presque la même quantité de lumière solaire. Le côté que nous voyons semble un peu plus lumineux en raison de la lueur provenant de la Terre. Il y a 2 raisons pour lesquelles les scientifiques sont intéressés par l'exploration de la face cachée de la Lune. Après avoir quitté notre planète, de nombreuses ondes radio sont bloquées par le satellite naturel de la Terre. Si les astronomes pouvaient construire leurs télescopes radio et optiques sur la face cachée, ils obtiendraient beaucoup plus de données. Il n'y aurait aucun problème d'interférence, quelle qu'en soit la nature. Les télescopes seraient également protégés de l'éblouissement de la lumière du jour provenant de notre planète. Si les télescopes étaient installés dans des cratères, ils seraient également protégés du rayonnement solaire. Les astronomes pourraient ainsi obtenir une vue incroyablement claire des régions lointaines de l'univers. De plus, les scientifiques pensent qu'il y a de grandes quantités d'hélium-3 de l'autre côté de la Lune. La Terre est protégée des vents solaires qui transportent ce gaz par son champ magnétique. Mais notre satellite naturel n'a pas un tel bouclier. C'est pourquoi les experts pensent que la Lune peut être un endroit parfait pour l'extraction de l'hélium-3. Cet élément rare pourrait être utilisé plus tard comme combustible pour les réacteurs à fusion. Allez, faisons un petit sondage. Qui croit encore que le Soleil tourne autour de la Terre ? Personne. Et non, mais c'est pourtant ce que tout le monde croyait autrefois, car on dirait bien que c'est le cas. Le Soleil se lève à l'Est, le Soleil se couche à l'Ouest. Le Soleil se lève à nouveau à l'Est, donc le Soleil tourne autour de la Terre. Intuitivement, cela semble irréfutable. Bien sûr. Mais ce n'est pas vrai. Le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Tout le monde sait cela, mais seulement aujourd'hui. Alors pourquoi les gens croient-ils encore que la Lune tourne autour de la Terre ? Ce n'est pas vrai non plus. Il faut remonter plus de 500 ans en arrière pour commencer à se faire une idée de la difficulté que rencontre la science pour changer des faits universellement acceptés. Nicolas Copernic, vers 1510, a été le premier à proposer un système solaire héliocentrique, avec le Soleil au centre. Mais il ne l'a pas fait publiquement. Copernic envoyait des lettres privées à d'autres astronomes pour expliquer pourquoi le fait accepté d'un système solaire avec la Terre au centre devait être abandonné, au profit d'un système solaire avec le Soleil au centre, plus simple et plus correct d'un point de vue astronomique. La difficulté rencontrée par Copernic dans sa défense de ce modèle du système solaire était liée à une autre découverte conceptuelle audacieuse, le fait que la Terre tournait sur elle-même. Le concept de Copernic d'une Terre en rotation allait directement à l'encontre de 5 interprétations littérales de la Bible, selon lesquelles l'assise de la Terre était fixe et son fondement inamovible. Et l'Église catholique n'était pas prête à laisser cette vision du monde être remise en question ou modifiée. Copernic avait trop à perdre pour rendre publique sa théorie héliocentrique révolutionnaire, en tant qu'homme d'église lui-même. Mais 100 ans plus tard, Galilée n'était pas aussi réticent. Il avait des preuves basées sur l'observation, car il avait un télescope. Début 1610, Galilée observa pour la première fois les lunes de Jupiter.
et il suivit leurs orbites. Oui, les lunes de Jupiter orbitent autour de leur planète. Elles tournent autour d'elle selon de véritables orbites, contrairement, comme nous le verrons bientôt, à notre Lune, qui voyage autour du Soleil avec la Terre. Galilée est devenu célèbre, ou tristement célèbre selon le point de vue, parce qu'il a découvert des mouvements orbitaux qui n'étaient pas tels qu'on les attendait. Ils ne correspondaient pas à la vision du monde acceptée, et cela a ébranlé la cosmologie de notre civilisation, qui prenait la Terre pour centre. Galilée était vraiment un révolutionnaire. Plus tard, en 1610, Galilée observa avec son télescope, qui n'avait qu'une ouverture de 38 mm, la planète Vénus, passant par des phases, tout comme nous observons communément la Lune passer par des phases. Galilée écrivit alors « Vénus imite la Lune » en latin dans son carnet. Il ne pouvait y avoir aucune autre explication à ces observations. Vénus était en orbite autour du Soleil. Les gens eurent peur de regarder dans le télescope de Galilée lorsqu'il l'installa sur la grande place de Pise. Ils avaient trop peur de voir leur vision du monde révolutionnée. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous vivons actuellement quelque chose de similaire concernant la Lune, qui est en orbite autour du Soleil et constitue avec la Terre quelque chose de comparable à un système planétaire double. Les gens, y compris les scientifiques, s'obstinent à l'appeler la Lune, suivant ainsi la dénomination de l'Union astronomique internationale. C'est une lune de la Terre, en orbite autour de celle-ci, qui montre ses différentes phases tout au long du mois lunaire ou lunaison, laquelle correspond à l'intervalle entre deux nouvelles lunes consécutives. Le jour de la semaine préféré des amoureux de la Lune est bien sûr le lundi, ou jour de la Lune. Il vient juste après le jour du Soleil, alias Sunday en anglais. Mais revenons à la science. C'est ainsi que nos manuels scolaires décrivent les phases de la Lune, et c'est ce que les gens croient aujourd'hui. Tu remarqueras que la Terre constitue le centre de gravité de la Lune, et que celle-ci tourne autour de la Terre en suivant une trajectoire circulaire. C'est la vision géocentrique de la Lune. C'est ce que nous voyons depuis la Terre. La Lune se lève, la Lune se couche, la Lune se lève à nouveau, la Lune tourne autour de la Terre. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'échelle de l'espace. Il est grand temps de coperniciser la Lune. Nous devons commencer à voir la Lune d'un point de vue héliocentrique, comme nous le faisons pour tout le reste du système solaire. Tout d'abord, la vision géocentrique des phases de la Lune nous montre une Terre immobile, placée au centre de la trajectoire de la Lune pendant tout un mois lunaire. Mais la Terre n'est pas du tout immobile. Nous tournons autour du Soleil à une vitesse très élevée, entre 106 000 et 109 000 km/h. Par conséquent, toute image de la Lune tournant autour d'une Terre immobile est trompeuse, et même carrément fausse. La vue héliocentrique de la Terre et de la Lune se déplaçant ensemble dans l'espace devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Tu remarques maintenant que la Lune ne tourne pas autour de la Terre. Elle se déplace en même temps qu'elle, autour du Soleil. La trajectoire de la Lune autour du Soleil est une trajectoire sinusoïdale d'avant en arrière. D'avant en arrière sur la trajectoire de la Terre qui avance toujours. Tu remarques aussi que la Lune va toujours elle aussi en avant. Elle ne retourne jamais en arrière, ni vers le Soleil, ni vers la Terre. En se déplaçant toujours vers l'avant et en étant sinusoïdale, la trajectoire de la Lune ne peut pas être qualifiée d'orbite, dans le même sens que les autres lunes du système solaire, qui orbitent autour de leur planète selon des trajectoires elliptiques. Il est donc faux de dire « la Lune est en orbite autour de la Terre ». La Lune orbite autour du Soleil en même temps que la Terre, ou la Lune et la Terre orbitent toutes deux autour du Soleil sont des déclarations que Copernic et Galilée auraient approuvées. Mais la science d'aujourd'hui a du mal à accepter une vision héliocentrique de la Lune. Peut-être y aurait-il trop de livres à réimprimer. Peut-être que trop de professeurs d'astronomie devraient admettre qu'ils se sont trompés pendant toute leur carrière. Par conséquent, des objections sont avancées pour empêcher que la vision héliocentrique révolutionnaire de la Lune soit universellement acceptée. L'une de ces objections est que la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre, et qu'elle devrait donc être considérée à juste titre comme une lune de la Terre, un satellite orbital pour utiliser le terme astronomique. Indubitablement, la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre. Sinon, nous la perdrions pour toujours. Cependant, les représentations de ce fait bien connu et certain montrent toujours la Lune se déplaçant autour de la Terre, à l'intérieur de notre puits de gravité. Et ce n'est pas vrai. La Lune ne revient jamais vers la Terre comme elle devrait le faire si elle se trouvait sur une orbite elliptique. Ainsi, l'objection du puits gravitationnel peut être rejetée, parce que les astronomes qui proposent comme preuve orbitale que la Lune reste toujours en son sein omettent d'inclure le fait du mouvement sinusoïdal continu de la Lune vers l'avant.
La vitesse d'échappement de la Lune pour quitter le puits gravitationnel de la Terre serait d'environ 4320 km/h. Par rapport à la Terre, la Lune se déplace actuellement à environ 3600 km/h. Quel type d'impact faudrait-il pour que la Lune atteigne les 720 km/h supplémentaires nécessaires à sa sortie du puits gravitationnel de la Terre? Si tu veux faire le calcul, tu peux mettre ton résultat dans les commentaires au-dessous de cette vidéo. Cela pourrait peut-être arriver, mais ça ne serait pas une bonne chose. Il existe une autre objection à considérer la Lune d'un point de vue héliocentrique. Et cela concerne le barycentre du système Terre-Lune. Le barycentre est le centre de gravité commun de la Terre et de la Lune. Imagine-toi assis sur une balançoire à bascule dans un parc. À l'autre extrémité de la balançoire, il y a un gros joueur de football américain professionnel. À quelle distance par rapport à toi le sportif devrait-il se trouver pour que vous soyez tous les deux en équilibre? Il devrait s'avancer presque jusqu'au centre de la balançoire. Tu es la Lune et le footballeur est la Terre. Même si Terre est un nom féminin. Le point d'équilibre du système Terre-Lune, le barycentre, se trouve à plus de 1605 km dans les profondeurs de notre planète. C'est ce point d'équilibre, comme le soulignent consciencieusement les astronomes, qui est en orbite autour du Soleil. C'est le point de vue héliocentrique. Copernic et Galilée approuveraient également. Cependant, ces astronomes ajoutent toujours à cela l'animation géocentrique de la Lune en orbite autour de la Terre, avec le barycentre à l'intérieur. De cette façon, ils peuvent continuer à dire que la Lune est en orbite autour de la Terre. Mais il est quelque peu malhonnête de combiner deux perspectives différentes dans une seule animation. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cela nous mène directement au véritable point de discorde qui nous empêche d'accepter que la Lune est en orbite autour du Soleil, le problème de la double planète. L'Union astronomique internationale refuse de considérer la Lune et la Terre comme une double planète. S'ils refusent de le faire, c'est presque uniquement parce que le barycentre du système Terre-Lune se trouve à l'intérieur de la Terre. Comme on le sait bien, on ne change pas facilement l'opinion des maîtres. Tu te souviendras que l'UAI a rétrogradé Pluton au statut de planète naine. Et ils ne sont toujours pas revenus sur cette décision malgré les preuves apparemment nombreuses que Pluton serait bien la 9e planète. Nous devrions peut-être réfléchir à ce que signifie être un terrien. Être un terrien, cela implique de reconnaître que nous sommes des personnes nées dans l'espace, en orbite autour d'une étoile jaune, près de la périphérie d'une galaxie spirale. Nous, c'est-à-dire tous les peuples de la Terre, vivons dans l'espace et nous sommes absolument des créatures de l'espace. Au-dessus de nous se trouve la Lune, la compagne de la Terre. Nous faisons une grosse erreur en nous référant à la Lune selon des paramètres géocentriques. Notre connaissance conceptuelle de l'espace est entravée par cette représentation incorrecte, dépassée et trop terrestre de la Lune. L'univers ne tourne pas autour de nous. Et la Lune non plus.